Demain, l'Assemblée nationale va se réunir, évidemment, dans une configuration assez inédite. Combien de députés de la France insoumise seront présents dans l'hémicycle demain? Bonjour. Oui, on travaille dans des circonstances tout à fait particulières, vous le savez. Demain, donc, à notre demande notamment, parce que le Parlement devait reprendre normalement ses réunions à partir de la semaine prochaine, mais nous avons souhaité, dans ce contexte particulier, effectivement, que la démocratie suive son cours. Parce que pour le coup, moi, j'ai un désaccord fondamental avec ce qui vient d'être dit, s'agissant de l'article 16. Moi, je ne suis pas d'accord pour que, y compris dans un temps de crise sanitaire comme celui que nous connaissons actuellement, eh bien, il y ait les pleins pouvoirs pour le président de la République. Parce que chacun voit bien, même si je suis tout à fait disposé à l'idée qu'il faille d'abord respecter les consignes et être discipliné dans la période, tout le monde voit bien quand même les failles dans la gestion de cette crise, y compris du point de vue calendaire. Et donc il ne peut pas être question que la démocratie ne s'exerce pas. Donc demain, oui, le Parlement va reprendre. Demain matin, il y aura une séance de questions au gouvernement. On n'arrête pas de travailler, vous l'avez dit, on a les projets de loi maintenant sous les yeux. Alors qu'il est même, on est en train de les travailler dans le détail parce que le délai d'amendement est record et il faut que tout ça puisse aller vite. Pour répondre à votre question, ce sera 3 députés par groupe, d'après les dernières informations qu'on a eues suite à la conférence des présidents qui s'est tenue hier à distance. Donc ça va être tout à fait particulier, parce que vous imaginez, trois députés par groupe, ça fera quoi? Une vingtaine maximum de parlementaires, plus les membres du gouvernement, le personnel de l'Assemblée. À mon avis, ça ne devrait pas excéder 30 personnes en tout et pour tout dans l'hémicycle, mais il ne peut pas être question que le Parlement ne poursuive pas son action. Même d'ailleurs, le gouvernement, en quelque sorte, en a besoin, parce que pour pouvoir légiférer, il faut un Parlement qui soit à l'action. Et puis nous, ça tombe bien, nous avons pas mal de propositions à faire, même si effectivement le but c'est que ça aille assez vite, vous l'aurez compris. Oui, Adrien Quatennens, d'un mot, on parle effectivement d'état d'urgence sanitaire, vous avez peut-être le texte, nous, on ne l'a pas sous les yeux. Est-ce qu'il y a des choses qui seraient, selon vous, des éléments qui seraient inacceptables à vos yeux, que vous ne pouvez pas supporter? État d'urgence sanitaire, oui, mais la limite est où? Nous voyons beaucoup de choses qui nous paraissent insuffisantes, notamment d'un point de vue budgétaire. Je prendrai un exemple. Je crois que tout le monde a compris que l'urgence, et ce qui nécessite d'ailleurs les règles de confinement, on a vu une accélération incroyable, hein. Rappelez-vous qu'il y a une semaine, 10 jours de cela, on nous disait qu'en gros, si on éternuait dans nos coudes, qu'on se lavait les mains sans changer notre agenda, on réussirait à juguler l'épidémie. Et on est passé en quasiment 72 heures de lavez-vous les mains à rester chez vous. Donc clairement, il y a eu un retard à l'allumage et je pense même une sous-estimation de la crise. Et c'est finalement la situation de l'hôpital public et de la santé qui est la plus préoccupante. À l'heure où l'on se parle, moi j'étais juste avant de vous avoir en lien avec des médecins, parce que je passe de multiples coups de fil pour m'assurer aussi que ce qui nous a été dit dans les réunions à Matignon dans lesquelles j'ai participé avec Jean-Luc Mélenchon se vérifie sur le terrain. Par exemple, pour être très concret, sur la livraison des masques attendus en pharmacie pour le personnel soignant, d'abord le stock est très limité, on leur promet 18 masques pour tenir une semaine, alors que ça doit être changé tous les 3 heures, et surtout ce sont des masques chirurgicaux, c'est-à-dire non pas les masques FFP2 avec un niveau de technicité qui permet de faire face au syndrome de type gouttelette. Je crois que chacun voit qu'il faut mettre effectivement beaucoup de moyens sur le matériel pour les soignants, en particulier pour l'hôpital public. Dans le projet de loi qui nous est remis aujourd'hui, que nous sommes en train de travailler, il y a 2 milliards d'euros consacrés à l'achat de matériel et aux hôpitaux. Très clairement, je vous le dis, pour nous c'est insuffisant. Songez que plus de 4170 lits ont été supprimés rien qu'en 2018, qu'on en a supprimé 69 000 à l'hôpital public depuis 2003, que régulièrement on a demandé des plans d'économie considérables à l'hôpital public. En 2015 déjà, on demandait 10 milliards d'économies d'ici à 2017. Monsieur Macron en 2018 a demandé 1 milliard supplémentaire d'économies à l'hôpital public. On voit bien dans quelle situation a été rendu notre système de santé. Donc nous allons demander effectivement des moyens plus conséquents. Et ensuite, il y a tout le volet liées notamment au travail. Et Oui. pour l'instant, nous ne voyons pas apparaître l'interdiction des licenciements qui nous paraît essentielle dans cette période. Et une question qui subsiste à cette heure, c'est le fait qu'il ne faudrait pas oublier que dans ce pays, la France, on n'est pas qu'une économie de services. Donc il y a effectivement ceux qui peuvent travailler en télétravail, mais il y a toutes les productions qui ne peuvent pas se faire depuis le travail, les chaînes de production, les usines, où à l'heure où l'on se parle, c'est toujours au bon vouloir et à l'appréciation de l'employeur que de savoir si vous devez vous déplacer pour venir travailler. Et donc, qui dit se déplacer, dit prendre souvent les transports en commun, et potentiellement, effectivement, ne pas juguler le risque de contamination. Alors, j'imagine, Adrien Quatennens, que vous allez reprendre évidemment ce que souhaite Jean-Luc Mélenchon, qui demande 100% de salaire pour les travailleurs mis au chômage. Vous disiez interdiction de tout licenciement. Vous voulez que le gouvernement décide qu'effectivement, ça doit être une loi d'ailleurs, interdiction de tout licenciement, et puis 100% d'indemnisation pour ceux qui sont au chômage.
Ce qui me paraît évident, Arlette Chabot, c'est que à cette heure, nous devons faire face d'abord à une crise sanitaire, c'est-à-dire juguler l'épidémie. Et pour la juguler, on est obligé d'avoir un tour de vis considérable sur notre économie. Et donc, ça aura de l'impact. Et il faut veiller, dans ces lois que nous allons discuter, à ce que ces conséquences inévitables sur l'économie de la gestion de la crise, qui elle est une crise sanitaire, ne viennent mettre en difficulté personne. C'est valable pour les entreprises, je pense en particulier aux PME, aux TPE, aux artisans, et c'est valable aussi pour l'ensemble des salariés, et même pas que, également par exemple des publics les plus fragiles, je pense aux chômeurs. On a vu que le président de la République a reporté dans le calendrier sa loi sur l'assurance chômage, la modification de l'assurance chômage, qui va sortir du giron de l'indemnisation beaucoup de chômeurs. Nous, on pense qu'il faudrait tout simplement la supprimer. Et effectivement aussi avoir une attention toute particulière, j'insiste bien là-dessus, pour les publics, disons, laissés les plus en marge, les plus en difficulté. Je pense par exemple aux sans-abri qui errent encore à l'heure où l'on se parle dans beaucoup de nos villes. Je pense également à la situation des migrants, et je veux le dire parce que à Matignon, voyez-vous, il y a un des professeurs, et moi son intervention m'a beaucoup marqué, qui a insisté sur le fait de dire que, bon, lui, bien sûr, en scientifique et médecin, il n'était pas là pour prendre des décisions politiques. Les décisions politiques, elles reviennent aux responsables politiques, mais que son avis était qu'il fallait aller vers un confinement le plus dur possible et qui englobe un maximum de gens. Et il a insisté sur ces publics-là, les personnes sans abri, les personnes les plus fragiles qui restent dans nos rues, parce que si on ne pense pas à des solutions aussi très claires pour ces publics-là, eh bien finalement c'est un foyer de contamination qui peut se poursuivre et perdurer. Donc il faut finalement avoir le moins d'angles morts possible. Et la manière dont nous, en tant que parlementaires, nous travaillons dans cette période, eh bien c'est de veiller d'abord d'une part à ce que les annonces qui sont faites par l'exécutif se vérifient sur le terrain. Et de ce point de vue, vous l'aurez compris, par exemple sur les masques et les protections du personnel soignant, nous avons encore effectivement des alertes aujourd'hui malgré les annonces qui ont été faites. Et c'est aussi de faire remonter des informations quand nous voyons sur le terrain des choses qui visiblement ne sont pas prises en compte dans la parole publique. Raison pour laquelle je crois fortement la démocratie. Juste un mot, Adrien Quatennens, une question d'André Deux choses. D'abord, vous n'êtes pas d'accord avec l'article 16, je sais, mais il faut savoir, à des moments... On va faire du débat sur l'article 16, on devrait juste... Non, juste, je sais. Juste une question par rapport quand même, est-ce que pour vous, il fallait tenir, compte tenu de ce qu'on savait, il fallait tenir ce premier tour des élections municipales? Écoutez, je vais vous dire très franchement les choses. J'ai participé, je crois que c'était le 27 février, puis le 12 mars, c'est-à-dire 3 jours avant la tenue des opérations de vote du premier tour, à l'ensemble des réunions en ma qualité de coordinateur de la France Insoumise, et Jean-Luc Mélenchon était avec moi, lui, comme président du groupe parlementaire qui a été convoqué par Matignon sur des réunions d'information, en fait, sur la gestion de la crise du coronavirus. Et je veux insister en vous disant qu'à aucun moment, j'insiste bien parce que depuis le président de la République dit l'inverse, Édouard Philippe aussi, plusieurs membres du gouvernement et de la majorité, à aucun moment notre avis n'a été sollicité sur le maintien de ce premier tour. Nous nous sommes retrouvés dans une situation finalement mis devant le fait accompli avec des opérations de vote qui ont été confirmées alors que l'on sait maintenant qu'Emmanuel Macron avait envisagé d'y mettre un terme. Donc nous avons opté pour une chose. Dès lors que le gouvernement, l'État, qui dispose de moyens qu'en tant que membre de l'opposition, nous n'avons pas. Je n'ai pas à ma disposition un conseil scientifique autour de moi qui peut m'aider à prendre des décisions. Par contre, Emmanuel Macron, Édouard Philippe, a priori, eux, oui. Et selon les annonces qui ont été faites, les révélations même fracassantes d'Agnès Buzyn hier, on peut penser qu'ils avaient entre les mains des informations qui laissaient entendre qu'il n'était pas possible de tenir ce premier tour. Nous, dès lors qu'il a été annoncé comme maintenu, nous avons appelé au vote, puisqu'il ne peut pas être question de dire, alors qu'un vote a lieu, restez chez vous. Ça paraît complètement contradictoire, mais à respecter les consignes sanitaires. D'ailleurs, j'ai vu franchement ce jour-là, le dimanche, en allant voter, que les consignes sanitaires étaient respectées. Voilà. Et franchement, en sortant du bureau de vote, j'en termine, j'ai vu la boulangerie d'en face. Adrien Quatennens, est-ce que vous m'entendez ? Tellement acheter un croissant était peut-être plus dangereux que d'aller voter. Mais néanmoins, effectivement... Alors, l'histoire est finie du premier tour, on verra. Merci Adrien Quatennens.